Donc j'ai intitulé cette conférence pour une métropole hospitalière. Nous sommes entrés dans une mondialisation malheureuse qui semble concerner au premier chef les grandes villes. Il est vrai que l'envol des prix de l'immobilier, l'absence de mixité sociale et l'échec à accueillir les populations les plus vulnérables ne témoignent pas d'une véritable impulsion hospitalière des métropoles. On peut aussi comprendre la pandémie actuelle comme une véritable maladie de la mondialisation à l'âge de l'Anthropocène, les entrelacements entre les vivants, humains et non humains, l'exploitation forcenée des forêts, la non-protection de la biodiversité rendent nos modes de vie de plus en plus invivables et peuvent favoriser de nouvelles maladies. L'environnement lui-même risque de devenir de moins en moins hospitalier. Par ailleurs, avec l'arrivée du coronavirus, une véritable crise de la sociabilité est apparue. L'autre est devenu définitivement une menace en tant que porteur potentiel de la circulation de pathogènes. Plus encore, toute circulation humaine est mise en question et la situation actuelle ne peut que favoriser toutes sortes de replis sur son pays ou sa région, auprès de ses proches et de sa famille. Et le risque est bien une peur des autres qui vient d'ailleurs s'ajouter à d'autres peurs, comme celle du migrant indésirable contre lequel faire mur, ou comme celle du pauvre que le riche se dispense de voir dans les communautés fermées qui sont très développées dans de nombreuses métropoles comme Sao Paulo ou Delhi. À certains égards, nous sommes enfermés dans une crise qui a plusieurs facettes, sanitaires, économiques, sociales, écologiques et même civilisationnelles. Et bien évidemment, nous vivons entre autres crises, une crise de l'urbanité. D'un côté, le modèle des villes-mondes, citons Tokyo, Londres, New York ou encore Paris, est de plus en plus intenable socialement et écologiquement. Ces métropoles, qui possèdent des fonctions de commandement à l'échelle mondiale, avec un important accroissement du secteur financier, deviennent difficiles à vivre pour une part de plus en plus importante des habitants. L'absurdité des bureaux neufs et vides alors que des gens sont à la rue constitue une belle démonstration, tout comme les problèmes de pollution liés à la quantité accumulée de particules fines. Cette inhabitabilité a produit en France des déplacements de la région parisienne vers les grandes métropoles régionales, déplacements qui ont correspondu avec la mise au point par l'État d'une logique d'attractivité et de compétition entre espaces urbains au nom d'une qualité de la vie et d'une économie à taille humaine. Mais ce dernier modèle se fissure lui aussi. Les problèmes de déplacement chronique entre les lieux d'habitation et de travail sont symptomatiques. La polarisation des inégalités dans les villes-mondes s'est étendue à d'autres villes. Les espaces contaminés, stériles et inhabitables se sont étendus, l'exploitation des hommes et des ressources étant diagnostiquée par certains chercheurs, dont Saskia Sassen, comme autant d'expulsions qui seraient des effets de la mondialisation. Bref, les villes-mondes et les métropoles sont fragilisées par un accroissement des formes de vulnérabilité et un système économique mondialisé qui ne fait que renforcer ces vulnérabilités. Vulnérabilité à la fois socio-économique, l'expulsion des classes populaires, écologique, le manque d'accès à des espaces verts ou ruraux, un air pollué ou encore des températures de plus en plus chaudes. Le risque est que l'on réponde de moins en moins aux besoins des populations vulnérables, d'autant que les finalités de croissance et d'attractivité qui ont orienté le dynamisme des logiques métropolitaines dessinent une hospitalité sélective réservée à de nouveaux arrivants qui sont déjà des agents économiques importants ou des gagnants de la mondialisation ou des fonctionnaires bien installés. Or, l'hospitalité
détient sa valeur quand elle répond à une demande, une sorte d'appel au secours. Pour que l'hospitalité se pratique, il est nécessaire que les conditions d'une société ouverte existent, que la perception de la vulnérabilité d'autrui puisse se faire et que l'appel au secours puisse être entendu. Que serait donc une métropole hospitalière à l'avenir en prenant en compte ce qui vient de nous arriver, cette pandémie qui démultiplie les problèmes déjà là et les situations d'exclusion? Une métropole hospitalière est-elle une métropole accueillante, une métropole inclusive? Ces mots sont-ils synonymes? C'est ce que j'aimerais maintenant aborder. Par un premier biais, qui est celui d'un bilan de l'attractivité comme règle, pour proposer le modèle des métropoles du quotidien, lequel est pour moi un préalable à l'hospitalité. On peut dire que l'attractivité a été le mot magique des politiques métropolitaines en France et ailleurs dans le monde. Elle a constitué l'une des mises en place les plus spectaculaires de ce que certains, dont Gilles Pinson, ont nommé la ville néolibérale, et dont l'effet le plus visible est la financiarisation des villes, spéculation immobilière qui s'installe et qui ne concerne plus seulement l'immobilier d'entreprise ou le logement privé, mais aussi parfois le logement social. Et donc augmentation exponentielle de l'immobilier. On peut dire qu'en France, dans les années 80, la politique de la ville a incarné une action publique territorialisée et des rapports centre-périphérie placés sous le signe d'une contractualisation. Qu'à partir de 2003, le plan national de rénovation urbaine a incarné une autre politique par le biais d'une agence de l'État où les municipalités ont soumis des projets qui font l'objet d'une sélection, de telle sorte que s'est jouée une mise en compétition et que chaque métropole a élaboré une logique d'attractivité, chaque structure développant ainsi sa désirabilité jusqu'à la mise au point de politiques de communication susceptibles d'attirer vers telle ou telle métropole des acteurs économiques importants ou des populations déjà bien intégrées. Toutefois, la métropole au quotidien ne saurait se construire à travers ce qui peut être considéré comme une financiarisation de l'urbain ou une mise en image très standardisée. Les habitants d'une ville ne sont pas seulement des sujets économiques. On sait qu'Albert Hirschman, dans Les passions et les intérêts, a bien montré comment, à partir du XVIIIe siècle, on a fait appel aux intérêts pour combattre des passions qui pouvaient devenir collectivement dévastatrices. L'esprit du capitalisme tient, selon lui, dans une rationalité économique unificatrice des comportements structurés par l'intérêt. La capacité de calcul, la cohérence définissent ainsi ce qu'on a appelé un homo economicus. Mais, j'insisterai là-dessus, les humains sont aussi des sujets de besoin. Ils ne font pas que calculer pour arriver à leur fin. Ils ne peuvent vivre qu'avec un toit, des papiers, un travail, des écoles pour leurs enfants, un système de soins accessible. Les métropoles aujourd'hui, plus que jamais, doivent prendre en compte ce sujet de besoin, ce qui suppose de reconnaître que nous sommes physiquement et psychiquement vulnérables, dépendants les uns des autres ou encore interdépendants. Il s'agit bien, comme préalable à une métropole hospitalière, de mettre sur le devant de la scène politique un prendre soin, ce qui suppose de repartir du fait que nous sommes tous et toutes liés, que l'inclusion des populations vulnérabilisées est plus désirable que l'exclusion qui aboutit au mur, aux quartiers fermés et à l'entre-soi social. Il s'agit de poser un préalable anthropologique et éthique aux politiques, une vulnérabilité fondamentale
dont nous faisons d'ailleurs l'expérience quotidienne aujourd'hui, ce qui suppose des traitements de la vulnérabilité. Définir des priorités dans ces traitements, spécifier les types de vulnérabilité, vitale, sociale, environnementale, élaborer des réponses appropriées aux situations de besoin. Les actions publiques se font alors autrement, par le biais des relations avant les dispositifs, par le biais de projets adaptés à des sujets, dans des situations critiques, avant même des procédures. Bref, des politiques à même de créer des ouvertures vers les autres. Bien sûr, cette vie quotidienne des individus est à prendre plus que jamais au sérieux, comme objet de transformation politique, d'autant que l'urbain, j'insisterai là-dessus, lui-même est toujours ambigu quant à cette forme de vie. D'un côté, les vies urbaines sont des vies relationnelles, et ça c'est quelque chose de fondamental, tissé à même les expériences les plus ordinaires. Mais de l'autre, elles supposent différents systèmes de vie, souvent éloignés les uns des autres, qui fragmentent l'expérience ordinaire. Chacun et chacune doit pouvoir se rapporter subjectivement au territoire sur lequel il habite, imaginer sa vie dans cet espace, y trouver sa place. C'est un thème d'ailleurs que la littérature a exploré, comme le voyage subjectif dans la ville de Londres de Mrs. Dalloway en une journée, lequel commence par une phrase apparemment anodine écrite par Virginia Woolf. Mrs. Dalloway dit qu'elle se chargerait d'acheter des fleurs. Concrètement, trouver sa place, cela peut se faire sous des formes variées, se promener dans une ville, mais aussi disposer d'un travail, d'un logement, de réseaux informels, d'une vie de quartier, de commerce, des espaces verts, de lieux de culture et de savoir. La place que l'on se fait est aussi la place que les autres nous font ou non. Elle tient dans des appropriations, des espaces partagés, mais aussi des positions sociales. Faire une place à l'autre, c'est l'accueillir dans sa singularité, sa manière d'occuper l'espace, faire qu'il puisse s'approprier cet espace. Dans un deuxième temps, j'aimerais montrer qu'une métropole hospitalière est plus qu'une métropole accueillante, et j'en donnerai quelques éléments. On pourrait dire qu'il s'agit de rendre les métropoles les plus ouvertes ou les plus accueillantes possibles. L'accueil est bien sûr celui de l'étranger. On sait par exemple la situation difficile des mineurs isolés étrangers partout en France, souvent condamnés à la rue. Mais il doit être aussi celui du pauvre, du chômeur, du handicapé ou du malade chronique, avec à chaque fois des conditions d'accueil différentes en fonction des situations. L'accueil est alors celui de différentes formes de vulnérabilité qu'il s'agit d'assumer collectivement, de mettre entre les mains d'institutions, d'associations ou de collectifs à même de rendre ces vies plus vivables. Toutes les métropoles, on le sait bien, ont mis au point des structures d'accueil des nouveaux arrivants. Mais on peut se demander si ces structures n'ont pas eu trop souvent pour cible les populations déjà intégrées d'un point de vue social et économique qui arrivent sur un territoire et vont ainsi faire fructifier leur pouvoir d'intégration. Ne faudrait-il pas considérer autrement ces structures d'accueil comme étant aussi des structures de mise au point de solidarité, d'entraide et de mise en relation de différentes classes sociales? Une ville est accueillante quand elle met en place une conception du voisinage où ce ne sont pas ceux qui se ressemblent qui s'assemblent, mais où ceux qui sont déjà là accueillent ceux qui arrivent, et plus encore ceux qui arrivent et sont dans des situations de vulnérabilité. Dans cette perspective, le niveau métropolitain doit pouvoir disposer d'une autonomie dans les conditions d'accueil. Cette possibilité de conférer des droits locaux en fonction des demandes locales en est un exemple, tel qu'elle a pu s'accomplir dans le modèle des villes sanctuaires américaines, comme New York, Los Angeles, San Francisco, qui peuvent donc donner un ensemble de droits locaux aux sans-papiers pour leur permettre de bénéficier des services de la ville dans laquelle ils travaillent ou paient des impôts. Plus généralement, on doit se demander quelles solutions architecturales et urbaines proposer quand les manières actuelles de fabriquer l'urbain échouent à résoudre la question de l'accueil pour tous les indésirables et autres invisibles.
comme les migrants, les sans domicile fixe, les travailleurs pauvres et d'autres populations. Et donc les mairies, les communautés d'agglomération, les conseils généraux ne peuvent que mettre au point des politiques publiques en coopérant avec les différents acteurs, les associations, les ONG et d'autres collectifs pour construire une réponse coordonnée à une crise généralisée de l'accueil. Toutefois, et ce sera vraiment le dernier point que j'aimerais aborder, une métropole hospitalière est plus qu'une ville accueillante, dans la mesure où il ne s'agit pas seulement de considérer la possibilité d'entrer quelque part quand on vient d'ailleurs, mais où il s'agit aussi de rendre également possible une intégration sur un territoire donné. Et il ne faut jamais oublier ce troisième verbe, appartenir à un territoire. Et donc c'est là-dessus que j'aimerais conclure par deux biais ou par deux registres de conditions qui dessinent une métropole hospitalière et qui, d'une certaine manière, sont en écho de ce qui a pu se dire ce matin par le biais de Jean-Marc Hoffner sur l'idée précisément des relations et l'idée que la métropole, c'est aussi la question des autres. Premier biais, celui de la justice sociale. L'hospitalité concerne les liens noués avec d'autres qui sont en demande d'hospitalité en tant que sujet de besoin. On peut donc la comprendre par le biais du prendre soin comme un ensemble de politiques qui concernent tout autant les missions humanitaires des associations que les actions des institutions les plus installées. Le soin ne concerne pas seulement la revalorisation des soignants, un plan pour l'hôpital ou la mise en place de maisons de santé. Plus généralement, un rééquilibrage doit se faire entre activités productives, considérées comme rentables, et pratiques du prendre soin des autres, mais aussi de l'environnement, généralement déconsidérées, car posées comme improductives. Et il me semble qu'aujourd'hui, à l'ère qui est celle d'une grande incertitude et de situations provisoires qui durent, cela est plus important que jamais. On sait que face aux petits boulots qui deviennent pérennes, aux jeunes qui reviennent vivre chez leurs parents, aux amours suspendus, aux colocations éphémères, on sait que l'entre-deux est en train de devenir un mode de vie. Un stade supplémentaire de la précarité se développe, lequel, me semble-t-il, demande une attention politique territoriale quand l'entre-deux lui-même n'arrive plus à tenir. C'est le premier point, qui est un point de justice sociale. Le second point, c'est la question écologique de la composition des mondes humains et non humains. On ne peut plus en rester à des partages du monde établis au nom de la maîtrise du sujet souverain, cet humain à même de dominer la nature. Dans l'inattendu de la pandémie est apparu un sujet non souverain en proie à l'incertitude et au non-savoir. Les relations entre soi et les autres humains, mais aussi entre soi et les autres vivants, soi et la nature, s'en trouvent déstabilisés. Le prendre soin dessine des relations qui sont davantage soucieuses de composition des mondes et donc d'horizontalité. Et d'un point de vue territorial, mais d'un point de vue aussi d'urbanité, tout ce qui renvoie à la question de la ruralité, de la campagne, est à amplifier, hein, à l'image de cette conception, par exemple, des campagnes urbaines. Et donc, c'est toute une résistance qui s'engage alors pour pouvoir précisément composer des mondes, faire que la ville se compose avec la campagne et que les deux, justement, se créent mutuellement dans des relations. Pour conclure, je dirais qu'il s'agit d'affirmer quelque chose comme un « small is beautiful » et cette recommandation porte sur les qualités des relations. Il faut en revenir à ce qu'implique habiter un lieu, y déployer des activités. Et plutôt que la souveraineté ou le patriotisme économique, n'est-ce pas la possibilité de circuits courts, d'une production locale qu'il faudrait favoriser au niveau des métropoles? Il s'agirait alors d'établir un monde
où les interdépendances sont plus connaissables, moins coûteuses, plus écologiques. Des politiques de soutien à la production locale, à un tissu industriel inséré dans un territoire dessinent un prendre soin de l'environnement, où les métropoles peuvent très bien mener des actions communes avec les régions. Et je crois que le confinement, et je conclurai là-dessus, nous a bien placés dans l'extrêmement local de nos habitats, mais en même temps, il nous a situés dans l'extrêmement global des dispositifs technologiques mondialisés qui assurent nos télécommunications, de telle sorte que nous sommes à la fois ici et ailleurs, pris simultanément dans l'extrême localité et l'extrême mondialité. Et donc il faudrait bien, au niveau des métropoles, repenser ce vieux rapport du local au global, de telle sorte qu'on puisse construire une solidité de l'ici. Je vous remercie.